Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S805 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 avril 2024. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Ronnie Studient de la boutique IPLN pour discuter de la monture L. Alors pour commencer, on va parler un peu d'histoire. L'histoire de cette monture qui est naturellement intimement liée à celle des hybrides Leica. Pour découvrir pour la première fois la monture L, qui s'appelait à l'époque la monture T, il faut remonter en août 2014 avec l'arrivée du premier hybride APS-C Leica, le T Type 101. On écoute Stéphane Daniel, le vice-président photo et technologie de Leica Caméra AG, nous raconter la conception de cette nouvelle monture. Oui, le Leica T, en fait, est sorti en 2014, mais le développement de la monture L ou T à ce temps-là, ça date il y a bien avant, parce qu'il y avait une question au début, est-ce qu'on peut rajouter de l'autofocus sur la monture M et d'offrir des produits, des objectifs autofocus en départ du M. C'était suivi par une phase de pré-développement et à la fin de cette phase, on a trouvé que le diamètre était trop petit, comment on dit ça, la distance entre le capteur et la baïonnette était trop étendue. Et donc, c'était pas idéal pour acheter de l'autofocus à la monture N. Et on a dit, il va falloir créer une nouvelle monture. Et le premier produit, c'était prévu avec un capteur APS, mais on a conçu la baïonnette dès le début assez grand pour que ça peut accommoder, héberger un capteur plein format. On a pris beaucoup de soins pendant cette phase de pré-développement et de développement après, que cette monture sera future-proof, entre guillemets. Et, mais à ce temps-là, on n'a pas eu en vue cette grande ouverture pour d'autres marques. On remercie naturellement Stéphane Daniel pour nous avoir accordé cet entretien et Gaël Gouingagné de Leica France qui nous a permis de l'organiser. Bon, c'est quand même, je pense, plutôt une bonne nouvelle que Leica n'ait pas réussi à mettre de l'autofocus sur ses M parce qu'ils auraient perdu, je pense, leur âme à l'époque. Si on revient un petit peu en 2014, bon, alors on n'est pas dans les premières années de l'hybride, mais on est encore plus ou moins au début. Le marché de l'hybride est gouverné en quelque sorte par la PSC, à part avec Sony qui a déjà du plein format à son catalogue. C'était quoi les produits qui se livraient bataille en 2014 sur le marché de la photo hybride ? Je crois que nous avions à l'époque, tu le disais, des pleins formats, le Sony Alpha 7 II. Ouais. Et on avait aussi le démarrage de la série X chez Fuji, avec en tout cas la série XT et le XT1 qui a continué sa course jusqu'à présent, puisqu'on est maintenant au XT5. Et c'est vrai que du coup, on se retrouvait sur des typologies de produits qui étaient complètement différents, pour le coup, par rapport au Leica T. Et c'est vrai que tu dis que l'hybride
démarrait, on va dire, même si c'était pas le lancement. Et c'est vrai que en regardant un petit peu plus, je me suis replongé un petit peu plus dans les différents chiffres. Et c'était rigolo de voir, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un peu oublié, de voir comment était à l'époque le marché, comment les hybrides, enfin la part de marché qui était faible, mais qui était en croissance. Et surtout, on commençait à avoir une tendance qui n'a fait que se conforter au fil des années, c'est-à-dire la réduction du nombre de pièces vendues et par contre l'augmentation du panier moyen. Et ça, c'est vrai que ça n'a fait que se renforcer. Et chez Leica, tu vois, t'en parlais, j'ai retrouvé un article daté de 2015, alors une année après le lancement, et qui disait que le chiffre d'affaires de Leica France avait progressé de 17% en 2015. Et je pense que, pour le coup, on peut y voir forcément un parallèle avec la rentrée et le lancement du Leica T. Ouais, et il faut féliciter quand même Stéphane Daniel pour son français, déjà. Oui, c'est vrai. C'est chouette d'avoir des capsules de cette qualité dans notre langue. Et on parle de monture, on parle de Leica, on parle du marché en 2014. Il faut rappeler quand même que pour beaucoup, Leica était la première marque à lancer le premier hybride plein format en 2012. petite pensée à Bruno. Voilà, à notre cher confrère Bruno, puisque le Leica M type 240 lancé en 2012 était quelque part un hybride plein format en monture M pour le coup. Voilà. Puis 2014, faut se rappeler quand même à l'époque que Nikon n'était pas vraiment dans l'hybride, enfin ils y étaient avec les One, avec le succès qu'on leur connaît, que c'était quand même l'année 2014 pour Nikon des réflexes majeurs, le D750 et le D810, ça date de 2014, idem pour Canon avec l'EOS 7D Mark II, qui lui aussi date de 2014, et Canon qui était à l'époque en EOS M. Et puis 2014, il y avait encore des Photokina et il y avait encore Samsung sur le marché de la photo. Et il y avait notamment le Samsung NX1 qui était un hybride assez incroyable parce que finalement, capteur APS-C, 28 millions de pixels BSI, 4K, superbe écran OLED. Enfin, c'est un boîtier qui presque pourrait encore être vendu aujourd'hui avec une petite amélioration du firmware. On en a parlé. Donc, c'était une époque... finalement où il se passait pas mal de choses. On sentait bien que l'échiquier était en train de bouger. Comme quoi, pour rebondir sur ce que vient de dire Benjamin, comme quoi la technologie ne fait pas tout et que le timing est très important. Parce que effectivement, tu parles de Samsung et j'ai été aussi surpris que toi en reprenant les caractéristiques parce que nous, chez IPLN, alors à l'époque c'était pas IPLN, mais on n'a pas vendu Samsung, très clairement. On est passé à côté, on n'a pas voulu pour des questions philosophiques notamment. Mais c'est vrai que je me suis replongé dans la fiche et quand tu dis effectivement capteur BSI, 28 millions de pixels, 4K en 2014, ça semble assez hors du temps par rapport à ce que tous les autres proposaient. Et pour autant, on voit que 10 ans plus tard, il n'y a plus rien. Et aussi, c'est marrant de voir les discours, en tout cas quand on s'en souvient, puisque nous, on les a vécus directement, les discours des différentes marques, et notamment les historiques réflexes comme Canon et Nikon, quand tu leur parlais d'hybride, et là, on est en 2014, mais ça a été le cas encore pendant plusieurs années, où effectivement, ils voyaient ça d'un coin de l'œil, mais presque en disant dans leur tête... De toute façon, ça n'arrivera pas, ça passera pas au-dessus, les réflexes vont continuer, etc., etc. Et quand on voit aujourd'hui, on en est arrivé, moi je trouve que c'est assez marrant pour l'avoir vécu. Et pour le coup, nous, à l'opposé, on a tout de suite pris le pas de l'hybride dès le Panasonic G1, puisque c'est celui-là le premier, on va dire, grand public officiellement. Et du coup, on a vu un peu, on avait ce discours en disant attention les gars, faites attention. C'est en train de changer, le discours des gens en magasin change, on voit qu'ils sont plus intéressés par ça et par ça. Et on avait pas mal de retours négatifs de leur part. Et aujourd'hui, c'est rigolo de voir que tout le monde est à l'unisson derrière l'hybride et qu'en fait, ça fait même plus débat, c'est-à-dire qu'on se pose même plus la question. Mais je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis sur le timing et je pense qu'il faudrait en parler plus souvent. Et juste pour l'anecdote aussi, 2014 est toujours en écho à ce fameux timing. C'est la sortie 2014 du smartphone CM1 de Lumix, qu'on aime beaucoup avec Arthur, qui était un smartphone très stylé, capteur 1 pouce, focale fixe 28 mm équivalent, qui est un formidable outil, peut-être aussi sorti trop tôt. C'est sûr. Alors, les choses vont très vite. Donc, la monture T arrive en 2014 avec le Leica T. Et dès 2015, soit un an
après, Stéphane Daniel l'a dit, la conception de sa monture était orientée vers le futur et le full frame. Et donc, dès 2015, ils ont lancé leur première hybride full frame, le Leica SL, premier du nom. Et à l'époque, ils avaient lancé 3 optiques full frame en monture L, donc, pour accompagner le lancement de ce nouveau boîtier, des optiques qui sont toujours au catalogue, dont on va reparler un petit peu tout à l'heure parce qu'elles ont des caractéristiques hors normes, notamment en termes de tarifs, à savoir un 24-90 mm f2.8.4 à 90-280 mm f2.8.4 et un 50 mm f1.4. Et ce qui est très étonnant dans toute cette histoire, c'est que passé ce lancement du SL de ces 3 optiques, absolument plus rien. Plus rien jusqu'en 2018. Aussi bien sur le full frame que la PSC. Du coup, voilà, cette période, elle marque d'une certaine façon, même si ce n'est pas officiel, la fin des hybrides APS-C de Leica. Ça aura duré que 3 ans. Et on peut croire finalement que la messe est dite. Mais en 2018, il se passe quelque chose d'assez incroyable, une annonce fracassante à la Photokina d'une alliance inattendue autour de cette monture, la monture L, qui va absolument tout changer. On écoute Katsuto Yamaki, le président directeur général de Sigma Corporation, nous parler de la création de cette alliance et des enjeux qu'elle représentait pour Sigma. Selon moi, cette alliance doit pouvoir procurer de nombreux bénéfices du point de vue des utilisateurs. The user will be able to choose the wide variety of equipment from this alliance. The unique camera from Sigma. Ils peuvent choisir parmi une grande variété d'équipements, des hybrides uniques de Sigma, des hybrides très authentiques de Panasonic, des hybrides très haut de gamme de Leica et aussi des optiques de ces 3 sociétés. First of all, Panasonic contacted us. C'est Panasonic qui nous a contactés en premier pour savoir si Sigma serait intéressé par rejoindre l'alliance avec Leica. I assume that Leica and Panasonic have been in discussion to form an alliance for a long time. Je pense que Panasonic et Leica étaient déjà en discussion pour former une alliance depuis longtemps. Quand nous avons reçu l'invitation, nous avons pensé que c'était une bonne opportunité pour Sigma. At the beginning of the discussion, there were possibilities to create the brand new mount, if I understood correctly. Au début des discussions, il y avait la possibilité de créer une toute nouvelle monture, si j'ai bien compris. Mais nous avons conclu que la monture L existante de Leica était la meilleure solution pour les 3 sociétés. Actually, we were studying a completely new short flange-back mount for our mirrorless camera without considering the forming alliance with other companies. En fait, nous étions en train d'étudier une toute autre nouvelle monture pour nos propres hybrides sans imaginer s'associer avec un autre constructeur. Quand Panasonic et Leica nous ont contactés, nous avons estimé que les bénéfices seraient meilleurs pour les utilisateurs et nous avons décidé de rejoindre l'alliance. The Leica is a licensor and Sigma is just one of the licensees. So now Leica a la licence et Sigma est l'un des licenciés. Leica décide quelle société peut rejoindre l'alliance. But I personally believe it's a great benefit for the existing customers or future customers to have more choices for their equipment. Personnellement, je crois que c'est un bénéfice pour les utilisateurs actuels ou futurs d'avoir encore plus de choix pour leur matériel. J'aimerais accueillir plus de marques dans l'alliance tant qu'ils proposent des produits de haute qualité. Sigma has a very important role in the alliance. The first of all is supposed to provide high quality or best quality lenses for L-mount users. Sigma a un rôle très important dans l'alliance. Le premier est de proposer des optiques de haute qualité pour les utilisateurs de boîtiers en monture L. Et aussi, Sigma peut contribuer au développement du système autour de la monture L, car nous proposons des hybrides uniques que Leica et Panasonic ne proposent pas.
For example, Sigma FP and FPL is the smallest and the lightest mirrorless camera in the market today, even today. Par exemple, les Sigma FP et FPL sont les hybrides les plus petits et légers du marché aujourd'hui. Donc Sigma contribue de manière significative, pas seulement sur les optiques, mais aussi sur les boîtiers hybrides. Bon, évidemment, hein, c'est toujours un plaisir d'entendre, d'écouter, même de lire des fois Monsieur Katsuto Yamaki, qui est extrêmement généreux dans les informations qu'il délivre. On le remercie naturellement d'avoir accepté cet entretien, et on remercie aussi au passage Foucault Prové de Sigma France pour nous avoir aidé à l'organiser. Benjamin, Monsieur Katsuto, il raconte énormément de choses là. Bah, c'est passionnant, mais il faut le dire, hein, c'est rare d'obtenir des infos quand on parle à des gens comme ça très haut placés dans cette industrie, parce qu'il y a souvent des secrets. Mais je renvoie aussi nos auditeurs à la lecture de ce passionnant entretien qu'il a donné à nos confrères des numériques lors du dernier salon de la photo. Donc il livre toujours des choses. Là, par exemple, dire qu'ils étaient en train de travailler avant la formation de cette alliance à trois, qu'ils travaillaient eux-mêmes déjà sur un projet d'hybride sur une autre monture, en fait. Ouais, sur leur monture à eux, comme ils l'avaient fait sur le réflexe à l'époque. Voilà, moi j'étais passé à côté, je l'ignorais, donc c'est toujours ce genre de petite info savoureuse qu'on peut glaner en l'écoutant, en lui posant des questions, donc c'est top, quoi. Et puis de savoir aussi, d'apprendre que de manière comme ça claire, que c'est Leica qui décide très clairement de l'entrée ou non d'un nouvel acteur. Ça aussi, je trouve que c'est important. Et de manière générale, ce serait bien que cette triple alliance communique un petit peu plus sur le fonctionnement, en fait, pour que tout le monde soit clair sur le sujet. Bon, bah voilà, l'Alliance arrive en 2018, une véritable révolution. Qu'est-ce qui se passe, Benjamin, après cette annonce pour Leica et Sigma ? Ce qui se passe dans la foulée, en fait, c'est qu'il y a le SL2 qui apparaît dans la foulée de l'annonce de la Helmont Alliance. Et puis, il y a toute une batterie d'optiques aussi, Leica, qui sortent. Et surtout, je me souviens qu'à l'époque, il y a Sigma qui annonce l'arrivée future de son hybride à plein format à capteur Foveon, qu'on attend toujours. Et ce qui était complètement dingue, c'est que à l'époque, Sigma a décliné 11 modèles, des focales fixes. Tu te souviens, Sony, à l'époque, c'était des optiques réflexes qui étaient initialement rebadgées en monture Sony E, donc avec comme s'il y avait une bague d'adaptation intégrée, et qui ont été déclinées instantanément en monture L. Ouais, c'était ça. Et d'ailleurs, on a encore des traces de certaines de ces optiques. Et autant la qualité était au rendez-vous, autant le gabarit, c'était impressionnant. C'est-à-dire que déjà, les optiques, genre le 85 1.4, 105 1.4 ou des optiques comme ça, étaient déjà grosses, même pour des réflexes. Mais alors, allongées avec l'équivalent d'une bague pour mettre sur un hybride, c'était assez marrant et incroyable. Du coup, grâce à cette alliance, le Leica SL, puis le Leica SL2 et les Sigma FP et FPL disposent donc d'un parc optique absolument incroyable. Et puis évidemment, dans cette alliance, il y a aussi Panasonic, qui est déjà présent sur le marché de l'hybride depuis longtemps avec la monture micro 4 tiers et qui collabore avec Leica sur une partie de ses optiques et certains de ses produits. Les ambitions de la marque sont très claires. Ils veulent se lancer sur le marché de l'hybride plein format et aller concurrencer Nikon, qui à l'époque a son Z6 et son Z7, et Canon avec son EOS RP. On vous propose d'écouter Toshiyuki Tsumura, le directeur monde Imaging Solutions Business Division de Panasonic, nous parler de l'ambition de Lumix sur ce nouveau marché plein format et de l'importance de la Helmont Alliance. Pour entrer sur le marché plein format, nous avons envisagé diverses méthodes, y compris nos propres montures. However, to provide a wide range and appealing system to customers as a new mount system, there were various hurdles such as the lineup of lenses.
Cependant, pour offrir un système attractif et complet, il y avait divers obstacles tels que la gamme d'optique, et je pense qu'il aurait été difficile pour nous de nous lancer seuls sur le marché. Thanks to the alliance with Leica and Sigma for entering the full-frame market, Grâce à l'alliance avec Leica et Sigma pour entrer sur le marché du plein format, nous sommes maintenant en mesure de proposer des produits attractifs à nos clients et nous sommes vraiment reconnaissants envers l'alliance L-Mount. After the introduction of the Lumix S-series, the L-mount lens lineup was expanded in a short period of the time. Après l'introduction de la série Lumix S, la gamme d'optique en monture L a été rapidement élargie. Et le fait que nous ayons pu accroître l'attrait du système est un avantage majeur de l'alliance. I believe that users of the Lumix S-series will be able to enjoy great benefits by expanding the L-mount system. Je crois que les utilisateurs de la série Lumix S pourront bénéficier de grands avantages en élargissant le système L-mount, ce qui leur permettra de créer des contenus plus créatifs. Our L-mount lenses are developed with a focus on hybrid use. Nos optiques L-mount sont développées en mettant l'accent sur une utilisation hybride et le meilleur équilibre entre les images fixes et les vidéos a été pris en compte. In addition to still, we also focus on video shooting. En plus de la photo, nous accordons également une attention particulière à la vidéo et nous travaillons au développement en mettant l'accent sur le focus breathing ainsi que sur l'homogénéisation de la taille et de l'ergonomie, comme nous l'avons fait avec la série de focales fixes f1.8, de sorte qu'il n'y ait pas besoin de rééquilibrage, même si vous travaillez avec un gimbal. The other point is that we focus on the customer's total shooting experience and particular about the combination of body and lens. Un autre point sur lequel nous nous concentrons est l'expérience de prise de vue et nous attachons une grande importance à la combinaison du boîtier et de l'objectif. Récemment, nous nous sommes concentrés sur le développement d'objectifs compacts et légers en mettant l'accent sur l'équilibre avec la série S5 II. We will continue to refine our technologies such as aspherical lenses and ultra-compact actuators. Nous continuerons à perfectionner nos technologies telles que les lentilles asphériques et les motorisations ultra compactes pour fournir à nos clients des objectifs petits et performants. Thanks to Leica's effort, the L-mount Alliance has expanded its partners to various industries, and the number. Grâce aux efforts de Leica, l'alliance L-Mount a étendu ses partenaires à divers secteurs et le nombre d'entreprises membres de l'alliance est passé à 8. Our ambition is to expand the use of digital cameras not only for photography and video shooting. Notre ambition est d'étendre l'utilisation des appareils photo numériques non seulement pour la photographie et la vidéo, mais aussi pour l'industrie cinématographique, l'industrie de la distribution vidéo et les applications de vision par machine. Nous voulons créer un système soutenu par de nombreux clients, devenant ainsi la monture standard la plus diversifiée de l'industrie. Je pense que l'alliance L-Mount va s'étendre à un large éventail de partenaires grâce à Leica. Le concept de la technologie L-Square est différent car il met l'accent sur le développement conjoint futur de la technologie entre Leica Camera et nous. L'approche actuelle consiste à créer des technologies solides pour l'avenir grâce à une collaboration étroite entre les deux entreprises. Nous souhaitons renforcer nos solutions globales pour les créateurs, donc à l'avenir, nous aimerions étendre notre collaboration avec divers partenaires en plus de la technologie L-Square. Bon, on est très chanceux parce que c'est très rare, extrêmement rare d'entendre Monsieur Tsumura s'exprimer sur ces sujets-là. Et donc évidemment, on va le remercier de nous avoir accordé un peu de son temps et on remercie naturellement Mathilde Lécuyer et Jérémy Hoffman qui ont rendu cet entretien possible dans un temps record. Ronnie, c'est une véritable révolution pour Lumix de rejoindre cette alliance et de se lancer sur le plein format en 2019. Ouais, complètement. C'était, je pense, un besoin, une nécessité pour eux, pour l'entreprise, pour aussi leur pérennité, puisque, et encore une fois, le timing et l'avenir aujourd'hui nous dit qu'ils ont bien fait, mais on aurait difficilement pu imaginer une marque comme Panasonic être absent de l'hybride en full frame aujourd'hui. Là où je trouve qu'il a
excessivement bien résumé, et c'est assez rare d'entendre des Japonais sans langue de bois comme ça, c'est qu'en fait, on était sur un système win-win-win, c'est-à-dire que chacun des trois avait quelque chose à gagner. Mais quand je dis à gagner, c'est que Panasonic, par exemple, et il le dit très bien, a profité de la monture déjà existante. Ça leur a fait économiser du temps. Bon, forcément un peu d'argent, mais même si voilà, il y a des accords qu'on ne connaît pas, mais déjà du temps. Et aujourd'hui, on voit que le temps, c'est surtout ça qui va manquer. Pareil, Sigma, ça leur permet d'avoir un potentiel de distribution de ces optiques dans cette nouvelle monture en nombre beaucoup plus important, puisque même si Leica était déjà là, de par le prix, ça reste un petit peu élitiste. Les Sigma FP, FPL, c'est un peu des boîtiers qui sont entre guillemets particuliers et moins mass market, alors que Panasonic justement leur ouvre cette porte du mass market avec leur série S. Et enfin Leica, eux ils vont se servir des deux autres pour rentabiliser une partie de la monture qu'ils ont développée, plus permettre aussi à leurs utilisateurs qu'ils souhaitent, et on le voit aujourd'hui, c'est le cas, de pouvoir bénéficier d'optiques de qualité sans forcément, en tout cas s'ils le veulent, aller dépenser des sommes astronomiques sur des optiques, même si voilà, ces optiques sont excellentes et ont des qualités, je pense, qui sont différentes et pas forcément comparables d'une optique en Sigma. Mais celui qui veut un 24-70, aujourd'hui, il va avoir 3 choix et non plus qu'un seul. Donc forcément, c'est bénéfique et c'est là où tout le monde en profite. Oui, puis à l'époque, le choix de Lumix d'aller sur du plein format, il n'était pas non plus si évident que ça, puisqu'il y a d'autres constructeurs qui ont plutôt décidé de ne pas y aller, surtout M-System, qui reste aujourd'hui le seul acteur qui est fidèle à un seul format. Bon, il y a Ricoh aussi, mais Ricoh n'est pas vraiment sur l'hybride. Donc en tout cas, le fait d'être allé sur le plein format, c'était très mûri, c'était très réfléchi de la part de Lumix. Je me souviens d'une interview avec M. Yamane, directeur de la division Image Monde de Panasonic, à la Photokina 2018. En fait, ils avaient élaboré le développement, ça leur a pris 8 ans, et ils sont arrivés avec ces appareils-là. Mais comme tu le dis, Ronnie, le fait d'avoir cette alliance et ce choix en fait varié, ça élargit considérablement le champ des possibles. Moi, j'ai juste une question. Pour toi, quand tes clients arrivent à IPLN, est-ce que c'est clairement identifié, cette notion d'alliance, quand ils se tournent par exemple vers un S5 ou un S5 II? Alors oui, pour 2 raisons, et dont une plus récemment. Quand tu viens aujourd'hui dans la boutique et que tu te diriges vers la vitrine Panasonic, tu vas avoir des optiques Sigma en monture L qui sont à l'intérieur. Donc déjà, naturellement, tu peux voir que ces optiques-là vont avec les boîtiers. Et non seulement, évidemment, tu peux les essayer l'une sur l'autre, mais surtout, quand tu regardes du coin de l'œil, tu es capable d'avoir un panel rapide de ce qui est compatible. Et encore plus, je le dis depuis maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans, que nous avons développé et ouvert l'autre partie de la boutique qui est plus spécialisée sur Leica, que l'on ne faisait pas du tout à l'époque. Et du coup, on a pu avoir à un même et unique endroit des produits Leica, des produits Panasonic et des produits Sigma. Et là, on allait vraiment, on va pas dire qu'on aurait pu faire un Helmond Store, mais foncièrement, on n'est pas loin de ça. Donc c'était très cohérent. Un corner dédié. Vu que c'est une entrée et un local qui est indépendant de la boutique entre guillemets historique dit principale, c'était presque ça. C'est-à-dire que tu as les 80% de l'espace qui est réparti entre l'exposition de matériel Leica, puis Panasonic et Sigma qui va avec. Donc c'est vrai que pour le coup, c'était complètement dans l'air du temps. Panasonic, Leica et Sigma, les 3 membres fondateurs de cette Helmond Alliance, mais une alliance qui s'est développée au fil du temps, notamment avec l'arrivée en 2022 de DJI à l'intérieur de cette alliance, et plus récemment, 2 acteurs incontournables, le premier du monde de l'optique avec Samyang, et surtout, et c'est peut-être là le point le plus important et stratégique en termes de développement, Blackmagic Design, qui a rejoint cette alliance l'année dernière. C'est une révolution, ça aussi, Ronnie, l'arrivée de Blackmagic Design sur cette monture L? Je ne sais pas si c'est une révolution. En tout cas, c'était une nécessité, je pense, d'avoir, là encore, une ouverture sur encore une typologie d'utilisateurs différente.
C'est-à-dire que il y avait avec les S1H puis les S5II, S5IIX un côté qui a toujours été très assumé de Panasonic de l'univers de la vidéo, mais qui n'était pas ancré peut-être avec une marque avec une consonance 100% vidéo. C'est le cas aujourd'hui de Blackmagic. Et donc, du coup, ça paraissait très cohérent et un peu à l'instar, alors même si ce n'est pas un rachat de Nikon et Red dont on parlait tout à l'heure, avoir comme ça une double casquette avec une marque plus photo et vidéo et une autre marque qui est 100% vidéo, c'est tout à fait cohérent. Et puis pour Blackmagic, je pense que c'était aussi important d'avoir, là encore, entre guillemets, rapidement et facilement, sans avoir à développer quelque chose, l'utilisation d'une monture complémentaire. Ils avaient eu le micro 4 tiers, il y a eu la PSC avec les montures EF, et donc le full frame en Helmand, c'était très cohérent aussi. Oui, c'est ça. Il faut rappeler que Blackmagic fait partie du consortium Micro 4 tiers également, avec Lumix et OM System. Donc finalement, c'est très cohérent. Il y avait des passerelles. Alors aujourd'hui, en 2024, force est de constater qu'il commence à y avoir du choix pour les photographes et les vidéastes en monturelle, côté boîtier et surtout optique. On vous propose d'écouter le témoignage du réalisateur et étalonneur Adelin Scioli qui nous explique pourquoi, lui, il a choisi la monture L. Quand j'ai commencé la vidéo et particulièrement l'étalonnage, en fait, le premier boîtier que j'ai eu, j'étais vraiment tout débutant, je venais de découvrir l'étalonnage. Le premier boîtier que j'ai eu, c'était un Panasonic G7. Et si tu veux, ça a découlé de ce boîtier-là. J'ai tellement aimé ce que j'ai eu chez Panasonic, après avec le GH5, le GH4, le GH5, que c'est devenu assez naturel pour moi de passer sur la suite. Donc, en l'occurrence, j'ai travaillé avec le S5II X beaucoup et avec le S1H, etc. C'est très important pour moi d'avoir cette alliance en fait sur la monturelle. Donc Sigma, Leica et Pana. Sigma, c'est chirurgical, ça marche très bien. Surtout, les photographes sont souvent assez fans de ces optiques-là. Nous, en vidéo, moi, il y a des trucs que j'adore aussi avec les optiques Sigma. Et Pana et Leica, c'est quand même un gage énorme de qualité. C'est vraiment très rassurant. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans tout ça, c'est qu'on a de plus en plus de constructeurs de caméras qui décident d'intégrer en fait cette monture. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant par-dessus, même ne serait-ce que la monture. C'est que, tu vois, par exemple, récemment, on a eu une énorme annonce chez Blackmagic avec le full frame, la Pocket full frame en fait de chez Blackmagic. Et donc, cette caméra-là, ils ont choisi d'intégrer la monture L. J'adorerais voir en fait d'autres nouveaux acteurs et des gros constructeurs venir se greffer sur cette monture. Donc justement, effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais il y a DJI aussi qui sont en train de se lancer à fond là-dedans aussi. Et du coup, oui, je pense que les acteurs qui m'intéresseraient de retrouver sur cette monturelle, c'est tout simplement, tu vois, je rêverais d'avoir des montures RED, des caméras RED, pardon, en monturelle. Ce serait génial aussi d'avoir des systèmes plus importants chez Arri, des adaptations, des choses comme ça. Ce serait incroyable d'avoir des systèmes en fait monturels sur des caméras de cinéma, des caméras un peu plus high-end, on va dire. Finalement, moi, je pense que l'avenir pour la monturelle, il est plutôt radieux de ce côté-là. Et il n'y a pas, à part des acteurs un peu plus cinéma, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait avoir de plus en monturelle. Bon, Ronnie, si aujourd'hui on veut s'offrir un boîtier en monture L, quelles sont les options qui s'offrent à nous? Alors, on a cité du coup les trois marques, donc Panasonic, Leica et Sigma. Donc, si on part chez Panasonic, on aura principalement le S5II et le S5IIX, qui sont encore des fers de lance très récents. Une grosse mise à jour, comme tu le citais au début de l'émission, qui vient d'être faite. Donc, très clairement, voilà des excellents rapports qualité-prix, poids, performance, photo et vidéo. Évidemment, S5IIX plus accès vidéo, mais le S5II peut rendre aussi de fiers services. Chez Leica, on a toujours le SL2S, qui reste performant, notamment pour les basses lumières. Et on a le SL3 qui est arrivé il y a de ça quelques semaines maintenant. Qui est une des grosses sorties de début d'année, pardon, ouais. Parce qu'on parle beaucoup d'optique depuis le début d'année. Il y a eu peu de boîtiers, mais celui-là un peu passé sous les radars, mais il est pas négligeable quand même. Je ne sais pas s'il est passé sous les radars. C'est vrai qu'il est arrivé quand même pas très très loin un peu du X100 et de tout ça où il y a eu un énorme buzz dessus. Et puis comme on est sur un produit qui est plus cher, on se dit qu'il y a peut-être moins de demandes. Aujourd'hui, quand on regarde, et pour nous le distribuer, on remarque qu'il y a quand même un engouement autour de ce produit
Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un engouement à la fois de possesseurs de Leica, donc des gens qui avaient des SL2 et des SL2S qui font l'upgrade, parce qu'il y a quand même énormément d'améliorations et de reprises, notamment de marqueurs très forts qu'on avait sur le Q3, on en a parlé ensemble dans différentes émissions, mais qui est un killer, mais aussi du M11. Et on a aussi des gens qui sont justement rentrés dans le système avec du SL3, qui aimait bien justement un peu l'histoire du Q3, mais sans pouvoir changer d'optique, qui se sentait un peu trop limité, qui ne voulait pas aller jusqu'au M, on l'a dit tout à l'heure, qui est, voilà, encore, même si c'est le système iconique, c'est du manuel. Pour certains, la visée télémétrique, c'est pas encore très apprécié. Et du coup, ils ont trouvé, avec ce SL3, l'alliance de l'authenticité, la qualité et le rendu d'image de chez Leica, mais avec la technologie aussi qui pouvait faire un petit peu plus défaut sur les prédécesseurs. Donc, très, très beau lancement sur le SL3. Qui est le plus défini des boîtiers en monturel à l'heure actuelle. Excuse-moi, pardon. C'est le plus défini des boîtiers en monturel à l'heure actuelle. Avec c'est ça, 61 millions exactement. de Et pour avoir eu la chance de le tester un peu en avant-première avec Leica, les shoots qu'on a pu faire, alors on est dans un environnement très sympa, mais la qualité d'image est assez bluffante. Et les 61 millions de pixels sont aussi, et c'est très important, exploitables avec des optiques de qualité exceptionnelle, puisque, on en parlera plus tard, dans toutes les optiques, elles montent. Mais moi, j'ai voulu m'amuser et mettre un Noctilux 58 mm dessus. Et c'était incroyable. Et même si, effectivement, tu galères un peu avec la mise au point, notamment sur du portrait, parce que très, très vite, tu passes d'un œil à un autre, quand tu as une image où la netteté est dedans, tu peux zoomer, tu vas chercher, tu as toute l'information, tu as le détail. Enfin, c'est vraiment bluffant. Donc voilà pour ces deux marques-là. Et puis après, on a Sigma qui est là aussi avec... même si c'est quand même plus sporadique, dirons-nous, au niveau de la demande, le FP qui est toujours parmi nous, je vais dire. Et puis, on a parlé de la Blackmagic. Bon. Et si on jouait un petit peu à Madame Irma, je vais voir d'ailleurs si j'ai toujours voilà, l'effet sonore. Dans un spa, là. Selon vous, Ronnie et Benjamin, quels sont les boîtiers en monture L qui pourraient voir le jour dans quelques mois ou dans... Alors, qui pourrait ou qu'on aimerait les deux, pourraient, aimeraient, c'est un peu la même chose. Alors, je vais me lancer, moi j'aimerais bien, du côté de chez Lumix, qui ressuscite les S1. Moi, j'aimais beaucoup en fait les S1, notamment le S1R, que je trouvais un boîtier formidable en termes de prise en main, d'ergonomie, avec l'écran sur le dessus. C'est un peu comme le premier G9 par rapport au G9 II. Il y avait plein de petits outils caractéristiques qui sont chouettes pour les photographes, je trouve. Et puis finalement, on voit avec le temps que les gens font plus si attention que ça à la compacité. Quand je vois le succès du Z8, le Z8, c'est pas un petit hybride, quoi. C'est pas un petit boîtier, il est costaud. Donc je me dis que ce genre de boîtier a encore peut-être sa place. Donc un S1 R2 ou quelque chose comme ça, moi ça m'irait bien. Ouais, je suis assez d'accord sur le... En tout cas, alors sans donner de nom ni sans donner de taille, mais effectivement, et on l'a dit avec le SL3 qui est le plus défini, je pense que Panasonic aurait intérêt à faire un boîtier en monture L avec plus de pixels. Et le deuxième auquel je pense spontanément, parce que j'ai aussi adoré ce boîtier, c'est le S1H. Et c'est vrai que le S1H, pour un usage... vidéo vraiment à 100%, un peu comme la série des A7S chez Sony, pourrait mériter d'avoir une nouvelle sortie avec des évolutions techniques sur l'autofocus évidemment, sur encore la montée en sensibilité, sur peut-être des codecs plus adéquats avec ce qu'on connaît aujourd'hui pour, pourquoi pas, aller aussi un peu sur les plates-bandes Blackmagic. Bon, alors ça, c'est pour Panasonic. Bon, pour Sigma, c'est une fausse question, hein, puisqu'on sait à peu près ce qu'il y a dans les cartons, même si c'est une arlésienne maintenant. Mais a priori, les cartons commencent à être un peu âgés quand même. Ils commencent à dater de 2018 surtout. Le Sigma FP full frame avec la technologie Foveon, qui a priori est toujours en cours de développement, impossible de savoir si ce produit sortira un jour ou non. Et chez Leica, moi je me demande, Ronnie, est-ce que tu penses qu'il y aurait une place pour soit la résurrection des hybrides APS-C chez Leica en monture L, je pense par exemple au
au CL que moi j'ai adoré, notamment dans sa déclinaison Paul Smith, mais ça j'en ai déjà parlé, à longueur de temps à ces micros. Mais voilà, je sais pas. La PSC hybride chez Leica, peut-être un tarif un chouïa plus abordable, ça aurait du sens selon toi? Je sais pas trop. Je sais pas trop parce que si on regarde bien, malgré tout, il va y avoir une question de très très vite de gamme optique. On en parlait et on va continuer à en parler. Aujourd'hui, la gamme optique qui sort, que ce soit chez Leica, chez Sigma ou autre, est quand même plutôt axée sur le full frame. Alors même s'il y a une incompatibilité, bien entendu, il y a une question d'adaptation focale, il y a une question de taille qui est présente. Et ensuite, parce que je sais pas si Leica va avoir la vocation à aller chercher de la PSC. Moi, si tu veux, mon avis sur, alors ça ne sera pas un hybride pour le coup, mais sur le produit que j'attendrais, c'est aujourd'hui, je vois que Benjamin hoche la tête, tu me vois venir, c'est quelque chose qui va aller en compact expert, un Deluxe, voilà, un Deluxe, je sais pas quoi, est-ce qu'il s'appellera toujours comme ça ou pas, j'en sais rien. Est-ce qu'on met de la PSC là-dedans alors que jusqu'à présent c'était du micro 4 tiers, j'en sais rien, mais pour moi, ils ont plutôt intérêt à se mettre là-dedans parce que Panasonic ayant arrêté du coup en fait le compact, puisque TZ200 et LX100 Mark II, il n'y aura plus, eh bien on se retrouve avec du compact expert sur le X100 en APS-C, Ricoh avec la série DGR et les deux nouveaux qui sont à venir. Et c'est tout. Et donc, du coup, je pense que là, il y a vraiment une place à aller chercher. Et pour le coup, sur, entre guillemets, du vrai Leica. C'est-à-dire que non pas repartir de quelque chose d'existant, comme c'était le cas avec le Pana, avec des signaux et des transformations à la mode Leica, mais faire vraiment un Leica compact expert. Un Q3 en plus petit, quoi. Ouais, mais quand on parle de Leica plus petits en monture L et de CL, moi je repense aussi à ce qu'ils avaient sorti à l'époque en complément des Leica M, c'est-à-dire un Leica CL argentique 24-36 dans les années 70. Et pourquoi pas imaginer un Leica CL, donc plein format en monture L, mais dans une version beaucoup plus minimaliste, à un prix aussi plus doux. Ça pourrait être sympa aussi pour taquiner les Sony Alpha 7C 2, Alpha 7C R2 aussi qui sont très Alpha 7C R qui sont très réussis et pourquoi pas. Ouais. Après l'imaginaire là-dessus, je pense que chacun va avoir un petit peu son ça, idée, son envie et sa liste exactement. Après, on verra si lequel de nous, si un de nous deux qui a gagné, Madame Irma nous dira. Bon, on va rentrer un petit peu dans les optiques maintenant. C'est quoi les constructeurs, du coup, qui proposent des optiques actives en monture L? Je n'entends pas active avec autofocus naturellement. Eh bien, bon, si je me lance, je peux en faire un tour de table ou tu veux que je cite Non, vas-y, Ronnie, ouais, je t'en prie. On l'a dit tout à l'heure, on a Sigma, on a Panasonic, on a Leica, on a Samyang, on a Viltrox, dont on a parlé en début d'émission. Et avec autofocus, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Non, je crois que c'est tout. Non, je pense pas. Ouais. Bon, après, il y a évidemment tous les constructeurs qui proposent des optiques manuelles en monture L. Je crois que la OA, évidemment, a toutes ces optiques qui sont déclinées en monture L. Il doit y en avoir d'autres. Il y a du TT Artisan, Seven Artisan, je crois qu'ils en ont. Meilleure optique ou Bayer optique, si je dis pas de bêtises, qui en a également. Donc on va quand même, il y a un florilège de tous ces petits constructeurs, si j'ose dire, qui commencent à développer de la monture L. Quels sont les avantages et les inconvénients de la monture L si on essaye d'être un peu honnête et objectif? Ronnie, peut-être pour commencer, les avantages. C'est toujours difficile, moi je dois vous avouer cette question, parce que hormis lorsqu'on va avoir par exemple une monture qui est plus grande ou qui permet d'avoir des optiques de plus grosse luminosité, on parlait de la monture Z qui a cette caractéristique par exemple. Après c'est assez délicat parce que si on parle vraiment de mécanique, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y a vraiment un avantage et un inconvénient. Après, aujourd'hui, si je regarde l'écosystème, l'avantage de la monture L pour quelqu'un qui va être en possession d'un boîtier L, c'est qu'on a quand même un choix qui est large et plus large que ce qu'on peut obtenir, je le citais, sur Nikon et sur Canon. Un peu moins qu'en Sony, mais c'est quand même très avantageux. C'est pour moi, là tout de suite maintenant, le principal avantage. Et Benjamin, s'il y avait des inconvénients à lister ?
C'est pas facile finalement d'en trouver beaucoup. Des inconvénients, je dirais qu'il y a encore des trous peut-être dans les gammes optiques, mais ça on va y venir, puisqu'on va parler un peu de sélection, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Même si je dirais qu'il manque peut-être de gamme optique ciné vraiment dédiée à la monture L, quelque part. Je dirais que c'est ça qui manque un peu, et notamment d'optique anamorphique, avec des boîtiers comme les Lumix S qui ont des modes anamorphiques, ce qui est plutôt rare sur des boîtiers aux alentours de 2000 €. Peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faudrait aller. Ouais, d'ailleurs, on parlait, je reviens dessus. J'allais dire Sirui qui propose exactement, des c'est modèles ce que en j'allais monture dire. L. En C'est ça, anamorphique. c'est exactement ce que j'allais dire. En anamorphique, c'est Sirui qui aujourd'hui propose une gamme qu'on propose d'ailleurs et qui est assez intéressante en rapport qualité-prix. Prix très abordable. Oui. Et les Laowa ciné aussi. Bon. Alors maintenant qu'on sait tout sur la monture L, on va passer à la sélection d'optiques, que ce soit évidemment des zooms ou des focales fixes, pour différents types d'usages. Et on va monter progressivement dans les focales en commençant naturellement par les grands angles et super grands angles. On va se dire qu'on va monter jusqu'au 35 mm pour s'adapter à un usage de la photographie ou de la vidéo, paysage jusqu'au reportage. Alors Ronnie, qu'est-ce qu'on peut proposer en monture L d'intéressant dans cette catégorie des grands angles, je le rappelle, zoom ou focale fixe? Alors, moi j'ai sélectionné deux optiques que j'aime beaucoup. Alors, je me suis limité parce que, voilà, comme on commence en gros à 14 et on va jusqu'à 35, j'étais obligé de faire un choix. Alors, moi pour l'ultra grand angle, j'aime beaucoup le 14-24 Sigma DGDN Art. Ouais. Voilà, qui a été refait du coup spécifiquement pour les hybrides, qui pour de l'ultra grand angle, de l'architecture, du paysage est vraiment excellent. Si reproche il y avait, si on peut le dire, c'est la lentille bombée qui permet pas de mettre des filtres facilement, même si on peut les insérer à l'arrière. Mais c'est un super choix et la qualité est vraiment au rendez-vous. Ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai pris une focale fixe. Parce que du coup, en fait, comme on l'a dit au niveau des marques tout à l'heure, il va y avoir beaucoup quand même de Sigma parce qu'ils ont des rapports qualité-prix forcément imbattables. Donc, j'ai voulu aller chercher une optique Leica parce qu'on ne s'est pas donné de limite de budget. Et là-dedans, le 21 f2 super aposummicron asphérique, moi, je trouve que c'est une optique... 5410 € pour les auditeurs. On a dit pas de limite de budget. Oui, il faut taire le prix. Le prix n'est pas un sujet, voyons. Mais voilà, mais c'est pas ça, c'est qu'on ne s'est pas limité. Et du coup, en se limitant pas, je me dis que cette focale-là, 21, qui est justement un peu atypique, si j'ose dire, qui va chercher quand même sur le très grand angle, moi j'aime beaucoup. Voilà. Non, mais après, ça, c'est intéressant et c'est un des critères de la monture L, c'est qu'on a énormément de choix. Tu parles du 21 mm Leica. Si on tourne autour du 18, 20, 21 mm, c'est pas compliqué. On a le choix entre 4 optiques différentes actives à des niveaux de prix totalement différents. On a le modèle Lumix, 18 mm f1.8 qui est proposé aux alentours des 900 €. On a le modèle Sigma Art f1.4 qui est proposé un peu plus de 1000 €. On a la version Contemporary 20 mm f2 chez Sigma qui est proposé à 729 €. Et ce 21 mm f2 Leica à quasiment 5500 €. Oui, moi de mon côté, j'ai retenu 2 modèles, on va dire, plus accessibles au commun des mortels. J'adore le 14-24 Sigma, je l'ai beaucoup utilisé et en monturel, mais je le trouve un peu lourd. Et c'est vrai que quand tu aimes utiliser des filtres, notamment grand angle, ce qui est mon cas, alors certes, comme tu l'as dit Ronnie, et c'est tout à fait vrai, on peut en insérer à l'arrière, mais je trouve plus pratique de le faire à l'avant. Et j'adore chez Sigma toujours le 16-28 Contemporary, qui est une optique qu'on peut trouver à moins de 1000 €, qui est très légère, qui a un zooming interne. Ça, c'est un point important aussi. C'est-à-dire que le fût ne se déploie pas, donc ça évite l'intrusion de poussière. C'est vraiment, c'est tout léger. C'est une superbe optique. f2.8 constant, en grand angle, en basse lumière. C'est chouette, même si la plupart des boîtiers sont stabilisés désormais. Et côté focale fixe, j'aime beaucoup le Lumix 18 mm f1.8, qui est une focale assez originale. J'ai pu la tester et photographier des aurores boréales là, en début d'année. J'ai adoré sa légèreté aussi. Et puis bon, les focales fixes, c'est toujours intéressant aussi pour se faire l'œil, se faire les pieds aussi, puisqu'on zoome avec les pieds. Et je trouve que c'est une optique facile à glisser dans le sac et qui servira peut-être aussi aux vlogueurs. C'est très, très intéressant pour faire un peu de vlog.
Ronnie, est-ce qu'on voit souvent les utilisateurs, tes clients, être complètement fans absolus de la marque de leur appareil photo et du coup ne jurer que par les optiques constructeurs natives, ou finalement un utilisateur de Lumix peut tout à fait envisager d'acheter des optiques Sigma, un utilisateur de SL tout à fait utiliser des optiques Sigma? J'imagine que l'inverse est un petit peu plus rare. On voit rarement des optiques Lumix sur un Leica SL. Justement, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que les utilisateurs vont chercher et ferrer le bon rapport prix, performance, rapporté à leur usage. Donc, c'est vrai que parfois, on peut être sur une optique de la même marque. Parfois, on va aller chercher, on a l'habitude du Sigma pour mettre notamment effectivement sur du Lumix. Après, voilà, l'exception, c'est les utilisateurs de la série SL qui, pour beaucoup, vont quand même souvent privilégier la marque Leica pour des arguments qui sont après plus ou moins valides, mais qui existent. Et simplement, c'est vrai, quand même, on arrive à voir maintenant du Sigma Art sur du Leica SL. Et je le disais tout à l'heure, des focales comme le 24-70, des focales comme les 35-50 en série Art, même le 85, on commence à les voir apparaître sur du SL. Et c'est pas pour autant une concession qui est faite là-dessus. On continue avec une série d'optiques ultra importantes puisqu'il s'agit des zooms transstandards permettant de faire un peu tout, du paysage, du portrait, du reportage. Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos chers utilisateurs en sachant que les amoureux inconditionnels de Leica vont devoir faire chauffer la carte bleue sur ce sujet-là? Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'en ai sélectionné 2. Je pense qu'on a peut-être tous les mêmes. J'en en ai qu'une. l'occurrence. T'en as qu'une. Alors, oui. vas-y, commence. Je te la laisse. Comme ça, si je prends l'autre. Allez, je me lance. Moi, j'ai pris le Lumix 2405 f4, en fait, qui est proposé en kit, souvent, qui a l'appellation macro. Et donc, c'est pas une optique qui propose un rapport 1-1, mais qui permet de faire la mise au point à 30 cm du sujet, même à 105 mm. Donc, ça permet de faire de la proxy de qualité. C'est une optique qui en plus est stabilisée, donc on peut utiliser la double stab avec le boîtier, enfin un boîtier Lumix, parce que la double stab ne marchera pas avec un Leica ou un Sigma. Mais c'est une optique que je trouve de qualité, vraiment bon compromis. Aux alentours de 1 400 €, on peut même la trouver moins chère. Donc le transstandard un peu à tout faire, même si en matière de transstandard, je préfère les 24-120, par exemple chez Nikkor. Je trouve que c'est encore plus polyvalent à F4. Mais là, pour débuter, un kit avec ça, on peut vraiment tout faire. Ouais, je suis d'accord, je l'avais évidemment. Et après, le deuxième que j'y mets, c'est le 24-70 2.8, toujours dans la série Art des GDN, parce que voilà, c'est vraiment une optique que je trouve excellente, qui va se marier aussi bien avec du Lumix, avec du Leica. Et bon, aussi avec d'autres marques dans d'autres montures, mais c'est une optique d'exception. Tu parlais de tarifs, on est à 1 200 € pour un 24-70 2.8, ça reste quand même extrêmement raisonnable, et la qualité n'est plus approuvée sur cette optique-là. Voilà. C'est super dur quand même, parce que des 24-70 mm f2.8 constants, il y en a 3. Chez Lumix, il vaut aux alentours de 2000, chez Sigma aux alentours de 1200, et chez Leica aux alentours de 3000. Quoi. Donc ouais, mais comme l'a dit Ronnie, en termes de rapport qualité-prix, je pense que ouais. Sigma, il n'y a pas photo en fait. C'est clair. Alors avant de passer à la prochaine catégorie, je vous propose qu'on écoute de nouveau le réalisateur et étalonneur Adelin Scioli qui nous parle de ses optiques de prédilection pour la vidéo et de ce qu'il aimerait voir arriver dans le futur. Nous, en fait, si vous voulez, en vidéo, on a souvent tendance à chercher finalement l'inverse du photographe. C'est-à-dire que en photo, on va vouloir ce côté très sharp, très net. Alors pas tout le temps, hein, bien sûr, mais dans l'idée, on veut une optique qui soit assez chirurgicale. Et finalement, nous en vidéo, c'est tout le contraire. Et paradoxalement, en fait, Lumix, je trouve qu'ils ont réussi depuis toujours, en fait, depuis toujours, à capter le côté vidéaste. Les optiques que j'utilise le plus souvent, en fait, ça va dépendre des prestations. Mais mon optique, pour l'instant, fétiche, du coup, dans la monture L, je pense que c'est le 51.4 de Panasonic, le S Pro.
je suis juste fan en fait de cette optique-là en vidéo et je lui fais un traitement un peu particulier puisque je la rediffuse en plus. Alors elle est déjà très très diffuse, cette optique est déjà très douce, mais moi je la rediffuse par-dessus, je lui mets un filtre de diffusion par-dessus et j'adore vraiment le traitement qu'elle a. Enfin je sais pas, j'adore cette optique. Globalement toute la série Lumix S en fait de chez Pana, elle est vraiment excellente pour le rapport qualité-prix, taille, poids. J'aime aussi beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, mais le 35-1.2 de chez Sigma, que je trouve aussi très très beau en vidéo. Et puis, j'utilise aussi des anamorphiques quand je le peux, suivant les projets. En général, j'utilise soit les Laowa nanomorphes, que je trouve vraiment pas mal sur la monturelle, soit les Sirui avec l'adaptateur. Alors là-dessus, je suis encore un peu poussif, hein, mais j'aime bien pousser avec à la fois l'optique plus l'adaptateur pour avoir un rapport de compression de 1,9. Et tu vois, j'aime bien utiliser ça. Donc ça, c'est vraiment les setups que j'utilise tout le temps. Et en fait, moi, ce que j'aimerais voir à l'avenir chez Lumix, c'est qu'ils continuent toujours plus dans un développement hybride, bien entendu, pour que les photographes s'y retrouvent aussi, mais que on ait, nous, la possibilité d'avoir des optiques qui soient toujours constantes en termes de douceur, qu'on garde ce côté avec cet ADN un peu ciné, si on a envie d'aller sur ce sujet-là. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est que ça dépend après, bien entendu, des projets, hein, vous imaginez, mais tu vois, vous voyez, j'aimerais bien avoir une gamme cinéma chez Panasonic. J'aimerais bien avoir une gamme d'optique cinéma, c'est-à-dire avec un carrossage cinéma, donc c'est-à-dire un carrossage fixe, peu importe la focale, ce qui est déjà le cas de la série Lumix S, mais qui est en carrossé photo sans bague crantée pour utiliser le follow focus. Donc j'aimerais qu'on ait un carrossage cinéma, des optiques cinéma, avec peut-être une conception cette fois-ci, évidemment ancrée sur le côté cinéma et donc extrêmement douce. Voilà. Et puis sinon, quelque chose qui me ferait vraiment rêver dans les optiques que j'aimerais vraiment avoir, je rêverais que Lumix se mette à faire des optiques anamorphiques. Voilà. Ça, c'est vraiment un rêve. Ce serait probable, ça, que Lumix se lance sur des optiques anamorphiques. Je suis pas sûr, moi, hein, pour le coup. Là, on peut jouer Madame Irma encore. En tout cas, ce serait chouette et ce serait en adéquation avec ce qu'ils proposent dans leur boîtier. Mais finalement, il en vient à Sirui et Laowa. On en parlait tout à l'heure. Et bon, l'offre, elle est là en anamorphique. Et ça reste quand même une niche d'utilisateurs. Donc, est-ce que Panasonic aurait intérêt à le faire? Pour l'instant, ils le font pas, quoi. On continue donc avec les focales normales et les petits téléobjectifs. Et on va se dire qu'on va monter jusqu'au 135 mm pour donc le reportage, le portrait et on va inclure la macro. Qu'est-ce qu'on peut proposer sur ces thématiques-là, Ronnie ? Alors, moi j'ai sélectionné trois optiques, une pour chaque que tu as cité. Pour la focale normale, je vais anticiper un peu la venue parce qu'il semble très prometteur du 51.2 Art de chez Sigma. Grande ouverture, très grande ouverture même, petit format, petite taille, très 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 léger. Donc ça, pour les adeptes de la grande ouverture et du bokeh, je pense que ça va faire des ravages. Ensuite, pour le portrait, alors on avait pléthore et j'aurais pu citer plein de choses, mais là pour le coup, je vais aller vers du petit très léger avec les iSeries et le 90 mm de 8. Que j'aime beaucoup, qui est effectivement très compact, très léger, et pour faire du portrait, je trouve ça étonnant. Et enfin, pour le macro, je vais donner la part à Panasonic avec le 100 mm 2.8 sorti il n'y a pas très très longtemps et qui fait le taf, qui est excellent et qui reste assez raisonnable en termes de poids et d'encombrement aussi. Oui, il a l'air remarquable. Il a les mêmes dimensions que toutes les optiques à 1.8 de la marque Lumix S. C'est ça. 18, 35, 50 et 85. Donc, à monter sur des gimbals ou pour utiliser des filtres, c'est vachement bien. Pour ma part, en optique à portrait et chez Sigma, dans la iSeries, mon optique de prédilection et que j'adore, c'est le 65 mm f2. Qui est une optique un peu à tout faire, pas que du portrait, on peut faire de la street, on peut faire vraiment pas mal de choses. Construction tout en métal, bac de diaph, c'est juste un bonheur. Le bokeh est somptueux, donc j'adore cette optique. Et sinon, en petit télé, je trouve que chez Lumix, le 85 mm 1.8 reste accessible à moins de 700 € et la qualité d'image est très bonne. Mais ironiquement, comme c'est une
une catégorie qu'on a classée jusqu'au 135 mm. Je déplore pour ma part l'absence justement d'un 135 mm plein format en monture L parce que c'est une optique, une focale que j'adore. Chez Sony par exemple, le 135 mm 1.8 G Master est pour moi un régal, un bonheur absolu. Et j'aimerais en tout cas qu'il y ait une telle optique, que Sigma en fasse une, ou Lumix ou Leica. Sigma a une belle histoire dans le domaine de l'optique à portrait. Je me souviens de leur 105 mm 1.4. Je crois que tu l'as cité tout à l'heure d'ailleurs, Ronnie, qu'ils ont décliné au début avec un petit adaptateur. Et franchement, s'ils faisaient une telle optique, ce serait formidable. Bah, ils avaient le 135 1.8 qui était aussi sur cette monture-là. Alors, ils n'ont pas refait, mais ils mériteraient peut-être de passer en DGDN aussi. Je suis assez d'accord. Ils savent faire. Et on termine naturellement cette sélection de produits avec les téléobjectifs et super téléobjectifs pour la pratique de la photo de sport et de la photo animalière. Ronnie, si on veut aller voir loin en monture L, qu'est-ce qui s'offre à nous? Si on veut aller voir loin, moi j'ai sélectionné le 6600 chez Sigma pour sa polyvalence. C'est vraiment une amplitude inédite qui existe évidemment aussi en monture Sony E, mais qui offre la possibilité de pouvoir démarrer assez proche, et notamment c'est vrai que sur des safaris par exemple, tu peux avoir la chance parfois d'avoir des animaux qui se rapprochent de toi, et quand tu es avec les 150-600, 150 parfois tu es un peu loin et tu es obligé d'avoir un deuxième objectif ou un deuxième boîtier avec un 70-200. Tout le monde ne peut pas forcément se permettre d'avoir deux boîtiers, que ce soit financièrement ou physiquement. Donc le 6600 pour ça est vraiment top. Et si on revient plus sur le sport, c'est vrai que la catégorie sport avec le 70-200 2.8, encore une fois chez Sigma, vraiment exceptionnel. Et après, j'en prends juste un dernier parce que je suis obligé de citer le 70-200 F4 pour le coup de la série Pana, que j'aime beaucoup et qui va avoir quand même des avantages, notamment comme beaucoup d'optiques dans cette série-là, de la bague de mise au point, qui a une course qui est contrôlable, c'est-à-dire qu'on n'a pas, elle tourne pas à l'infini, donc on peut la monter et la descendre et permettre d'avoir un contrôle sur la mise au point qui est beaucoup plus précis. Ouais, pour ma part, ce sera du micro 4 tiers pour les longues focales, parce que ça va plus loin. Mais puisqu'il faut en choisir en monture L, ok, mais j'irai sur le 150-600 de Sigma, mais c'est tout à fait juste ce que tu as dit, Ronnie. Après, je préfère quand même avoir ce luxe d'avoir un boîtier à côté avec, par exemple, un 16-28, un grand angle, et le 150-600 à côté, quitte à avoir un trou entre les deux. Mais bon, après, ça, c'est des partis pris. Ça suppose d'avoir plus de matériel aussi, mais ça permet de ne pas changer d'optique, de ne pas prendre le risque aussi d'avoir de la poussière sur le capteur. Et le 150-600 me paraît plus maniable que le 60-600 et il est moins cher. Bon, voilà. Après, tout ça se rationalise en fonction des besoins et du porte-monnaie. Et chez Lumix, j'aime beaucoup le 70-300 qui, comme le 24-105, est estampillé macro. Et comme le 24-105 ne fait pas de macro, mais qui permet de faire de la proxy avec un piqué qui est absolument étonnant. Pour une ouverture glissante comme ça, et une optique qui n'est pas dans la gamme pro, Lumix S. Je trouve que c'est un très très bon choix. À moins de 1 000 €, je le conseille. Et on peut quand même souligner le très faible choix de grosses focales fixes en monture L. Alors, il y a un récent 500 mm f5.6 Sport proposé par Sigma, mais c'est absolument tout. Il n'y a pas de 200, il n'y a pas de 400, il n'y a pas de 600 et il y a encore moins de 1200 millimètres. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un gros vivier de développement pour nos trois constructeurs d'aller venir offrir des opportunités de gros télé un peu lumineux pour contenter les desiderata des photographes sportifs et animaliers les plus exigeants. On a fait un très beau tour du sujet. Peut-être votre analyse finale, est-ce qu'il y a, mis à part ces gros télés, d'autres catégories, typologies d'optique en monture L qui n'existent pas encore et qui devraient voir le jour prochainement?
Bon, on a cité tout à l'heure le 135 qui nous fait un peu envie. On a parlé des optiques anamorphiques qui pourraient être un axe de développement. Après, pour le reste, je pense qu'il y a déjà un choix qui est assez large. Et puis qu'il va falloir petit à petit que ça vienne continuer un peu à s'étoffer. Mais on n'a pas une type. Alors si on peut aller, tiens, en y pensant, je me dis, mais c'est plus trop dans l'air du temps. Mais une optique à basculer décentrement, pourquoi pas, pour aller Oui, mais travailler ça vaut pour l'archi. tout le monde. Hein, Non, mais je suis d'accord. C'est là, pour ça que le je dis qu'il coup, pourrait être un peu novateur là-dessus. Mais voilà, sinon. Non, mais oui, je crois qu'on a bien balayé le truc. Hein. Les optiques anamorphiques, Adelin le disait aussi dans son témoignage, qui est un vidéaste. Ça aurait du sens, les 135 mm, et tu l'as dit très justement, Arthur, c'est vrai qu'en longue focale fixe, Sigma montre la voie, hein, avec ce 500 mm qui n'est pas d'une ouverture dingue, mais qui est ultra léger, C'est ça. Ouais. et qui est donc très maniable. Mais c'est vrai que c'est là que peut-être il y a un axe de boulot. Bon. Allez, on va conclure sur ces mots. Merci Ronnie, évidemment, et merci Benjamin pour vos conseils avisés.